Bonjour à tous, bienvenue sur le deuxième épisode de notre podcast. Dans mon podcast, on reçoit principalement des photographes et des vidéastes. Voilà, vous le savez, moi je m'appelle Sabo. La photo, la vidéo, c'est mon domaine. Je suis vraiment en lien avec l'image. Et le but, c'est de mettre en avant tout simplement des photographes et des vidéastes. Aujourd'hui, on reçoit un directeur artistique, un photographe, un graphiste. Je suis très content de recevoir Rémi. Comment ça va? Ça va très bien, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toi d'être venu ici. Je l'ai dit, tu fais pas que de la photo, tu es aussi directeur artistique et graphiste. C'est une question que j'aime bien poser en général en premier à mes invités. Toi, comment est-ce que tu as découvert le monde de la photo, le monde de l'image? Est-ce que c'était une évidence? Est-ce que tu as fait une école de photo? Ou est-ce qu'au contraire, c'est un milieu dans lequel tu t'es réorienté? Comment est-ce que tu as découvert un peu ce milieu-là de la photo et de l'image? Moi, en fait, ça a été tout l'inverse. C'est-à-dire que la photo est venue après. C'est-à-dire que mon vrai métier de base, c'est graphiste. D'accord. En fait, moi, je viens du milieu du graffiti de base. Donc, je faisais du graffiti au collège. J'ai découvert ça avec la bande de potes, tu vois. Et en fait, mes parents m'ont toujours vu dessiner, parce que je gratte depuis que je suis tout petit. Et forcément, mes parents m'ont beaucoup aidé là-dessus, surtout ma maman, à développer ce truc-là de « t'as envie de faire du dessin ?» Elle m'a poussé un petit peu « viens, on va faire du dessin ». Et j'ai commencé à faire ça, à commencer à faire du graffiti. Et alors, c'est pas elle qui m'a dit de faire du graffiti. Hein. La nuance est là, c'est juste toi, les influences autour de moi. Ah, ouais, autour de toi. Ouais, les influences autour de toi, tu sais, t'es dans un collège et ça commence à dessiner sur les tables, etc. Et tu te dis, tiens, c'est marrant et tout. Moi, je dessinais des petits personnages au début et après, j'ai eu la passion de la lettre, vraiment de la typo qui est arrivée. J'ai dit, tiens, le graffiti, etc. Ma mère a vu ça, elle s'est dit, tiens, c'est elle qui m'a aidé au début, qui m'a poussé parce que j'étais un peu, au collège, moi, j'étais comme beaucoup de gamins, un peu flemmard, tu sais pas vraiment les débouchés que tu peux avoir. Donc, je me suis dit, bon, bah écoute, ça peut être pas mal, le dessin, et pourquoi pas. Et en fait, après le collège, j'ai pu aller tout de suite dans une école d'art où il y avait un petit peu de photos. J'avais genre 2 heures par semaine de photos. Mais principalement, à la base, moi, je voulais pas toucher un ordinateur, je voulais pas toucher ce qui était informatique, je voulais faire du dessin. Moi, je voulais vraiment faire du dessin. La pratique, quoi. Ouais, exactement. Je voulais gratter. Et au fur et à mesure du temps, dans ce lycée d'art, j'ai appris énormément de domaines. Tu vois, il y avait de l'identité visuelle, il y avait un petit peu d'informatique, mais à l'époque, ça devait être Photoshop 3, tu vois, donc ça date d'il y a très très longtemps. Et en fait, j'ai appris plein d'aspérités de l'art, dont la photo, où j'ai appris sur l'argentique. Pour petite anecdote, mon prof de photo, il est arrivé un jour en cours avec un sourire genre jusque-là. Il venait d'avoir l'un des premiers appareils photo numériques qui a été sur le marché. À ce moment-là, on est en quelle année? À ce moment-là, j'étais même pas majeur. Tu avais 16 ans, 17 ans, les années même lycée, pas parce que j'avais 15 ans. Donc ça date de 2007? Ouais, c'est début d'année 2000. Début des années 2000. Ouais, c'est ça. Parce que moi, je me suis mis à mon compte en 2006. Donc j'étais déjà diplômé, etc. Donc c'était dans les années 2000, début année 2000. Et il a eu le premier appareil photo numérique qui est sorti sur le marché avec un capteur ridicule. C'était un Nokia 3310. Hein. Mais c'était pour nous, on apprenait sur l'argentique. C'était une dinguerie, tu vois. Donc j'ai commencé à me dire, ah, ça c'est pas mal, etc. Mais à ce moment-là, la photo, c'était pas du tout mon objectif. Moi, mais tu touchais déjà un peu les logiciels, tu me parlais de Photoshop, tout ça, ou pas trop encore? Au lycée, je découvrais. Oui, dans l'école d'art que tu faisais, exactement. Tu commençais à toucher un Moi, peu à l'époque, les logiciels. j'avais un PC chez mes parents et j'avais un logiciel, c'était l'équivalent de Paint. Tu vois, et je faisais des petites mises en page, des petits trucs dessus. C'était vraiment les prémices. C'est très jeune que tu as commencé. C'était vraiment les prémices. Et donc, je commence à apprendre un peu ces débouchés et je commence à me dire, putain, l'ordinateur, il y a des trucs sympas à faire avec ça. Et je commence à pas délaisser parce que j'étais toujours dans le graffiti, j'adorais dessiner, j'adorais gratter, donc je trouvais ça super intéressant. Mais l'aspérité de l'ordinateur, ce qu'on pouvait faire avec les calques sur Photoshop et tout, parce que c'était une dinguerie, les calques sur Photoshop. Aujourd'hui, ça paraît, pour ceux qui connaissent un peu Photoshop. Avant, c'était très dur. Ouais, avant tu avais un nombre limité de calques. Enfin, tu vois, on était loin. Et donc, j'ai commencé à découvrir le milieu de l'informatique, tout ce qu'on pouvait faire avec, scanner les photos, les retravailler après sur Photoshop, etc. Et après, je suis parti directement au Gobelin. Donc là, en graphisme pur, ordinateur, salle blanche, apprendre des logiciels par cœur. C'est-à-dire que je suis sorti du lycée où à la base, je ne voulais pas toucher un ordinateur, je voulais faire que du crayon. Et je suis sorti de là et je faisais que de l'ordinateur. Et donc j'ai fait 1 an et demi au Gobelin, c'était 18 mois de formation, où j'ai appris vraiment, tu n'avais pas de profs, les profs c'était des professionnels qui venaient d'entreprises, d'imprimeries, d'agences, etc. et qui t'apprenaient les logiciels pour que tu les connaisses par cœur. Et après, en sortant de là, j'avais pas encore vraiment attaqué la photo. Donc j'ai commencé à travailler dans une imprimerie pour avoir vraiment les bases du print, du graphisme, etc. Et là, à partir de ce moment-là, parce que moi je faisais beaucoup de
de skate, de BMX et tout, j'ai commencé à me dire, j'avais des potes à côté de moi qui shootaient à l'argentique, qui shootaient à la Solblad et tout. Et j'ai dit, c'est incroyable ça, les photos qui peuvent sortir et tout, je trouve ça fou. Côté vintage un peu. Mais j'avais pas d'appareil photo. Ouais. À cette époque-là, j'avais pas les moyens, j'avais pas trop l'optique. Et tu faisais toujours des graffitis à ce moment-là ou pas? Ouais, j'ai arrêté très tard. Okay. J'ai continué à faire. Alors, je faisais pas du vandal, mais j'allais toujours sur des terrains, m'amuser avec mes potes, faire des peintures, etc. Et ensuite, j'ai pu travailler. Donc, je suis sorti diplômé donc des Gobelins. Après, j'ai travaillé pendant 1 an et demi en agence. L'expérience de cette agence n'a pas été exceptionnelle au niveau du relationnel avec patron, etc. Je n'ai pas trouvé ça fou. Je me sentais pas à l'aise en CDI en fait. Donc dans l'imprimerie? Non, ça c'était mon alternance. Ouais. Mais quand je suis sorti de mon alternance, ouais. donc j'ai été diplômé des Gobelins. Je suis parti en agence pendant 1 an et demi. Agence de… C'était une agence de com où ils travaillaient pour des marques genre Renault, Peugeot, etc. C'était quoi ton poste dans cette agence de com? J'étais graphiste. T'étais graphiste? Ouais, j'étais créa. Ok, donc là, tu avais un job simple de 9 à 5 en gros. Exactement. Et tu devais faire les graphismes en gros pour cette agence-là. Exactement. Je devais faire des affiches. Ils étaient spécialisés dans le grand format. Ok, donc on devait faire des visuels pour les sorties. À l'époque, la sortie de la Modus, tu vois, des véhicules qui sortaient. Ils étaient vraiment spécialisés là-dedans. Donc moi, je faisais les affiches, etc. Mais bon, au début, c'était vraiment mon premier job en CDI. Donc j'étais motivé, etc. Mais je sentais qu'il n'y avait pas ce que je recherchais. Je faisais un peu toujours la même chose. Tu ne trouvais pas que tu étais assez libre dans ce que tu pouvais créer? C'est quoi qui te dérangeait? C'était pas vraiment la liberté. C'était surtout cette sensation de pouvoir toucher à plein de choses. Okay. Tu vois, dans mes études, j'ai travaillé sur plein de choses. Tu vois, j'ai appris la photo, l'informatique, le dessin d'exécution, j'ai appris plein de choses. Et là, je travaillais toujours sur un peu le même sujet et ça variait pas vraiment. Tu vois, donc il s'est passé 1 an. Puis tu sais, quand tu es jeune, tu veux vite passer à autre chose, tu vois. Ouais. Et il s'est passé 1 an et les 6 mois d'après, ça a été beaucoup moins bien. Ça me plaisait moins. Et là, j'ai commencé à réfléchir à ce que je pouvais faire. J'habitais dans le coin de Fontainebleau, donc dans le 77. Et autour de moi, il n'y avait pas vraiment de gens qui étaient déjà à leur compte, qui étaient déjà freelance, qui étaient photographes, qui étaient graphistes. Je connaissais que des gens qui étaient en CDI, qui avaient des jobs classiques. Ça, c'est très nouveau, hein. On le précise quand même, parce qu'avant, ça, on est dans les années 2010 à peu près à ce moment-là. Non, c'était 2005, parce que je me suis mis à mon compte en 2006. Ça, ouais, à ce moment-là, tout ce qui est auto-entrepreneur, créer son entreprise, c'était pas du tout autant développé que maintenant. Donc, avant, quand on faisait ça, c'était vraiment se jeter dans le vide. Il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas de tuto, comment se lancer, comment créer son auto-entreprise. Exactement. Internet était très réduit à cette époque. Bien sûr. Quand tu cherchais une information sur Internet, il fallait vraiment fouiller, il fallait sur les forums. C'était sur les forums où il y avait toutes les infos. Et il fallait être un peu doué sur Internet quand même pour aller chercher les infos. C'était un peu compliqué. Mais du coup, toi, tu nous as dit, tu t'es mis à ton compte en 2006. Ouais. Comment tu as fait? Tu t'es renseigné sur Internet? Tu connaissais quelqu'un qui pouvait t'aider? Comment ça s'est passé? Ouais, c'est ça. En fait, j'ai passé 2-3 coups de fil. Ouais. On m'a dit qu'il fallait aller aux impôts pour avoir un numéro de SIRET. Okay. Et après, avec ce numéro de SIRET, ça veut dire que je pouvais faire une facture. Et avec cette facture, j'allais à la maison des artistes et je pouvais être référencé à la maison des artistes une fois que j'avais ce premier projet. Je ne pouvais pas aller à la maison des artistes tant que je n'avais pas ce premier projet. Okay. Donc, moi, au début, j'ai été voir la mairie du coin, j'ai été voir tous les petits commerçants du coin pour faire des logos, des petites choses comme ça. Tu proposais tes services en fait aux commerçants? Ouais, en fait, ça a été du bouche à oreille. Toi. J'ai commencé avec 1, puis après avec 2. Et puis au fur et à mesure, ça a commencé à se développer. Mais ça a été, au début, c'était très réduit. Ouais. Juste, je rétro-pédale. Quand tu étais dans l'agence pour laquelle tu faisais des logos pour des voitures, comme c'était la Modus, etc., tu étais en CDI. Comment ça s'est fini là, à ce moment-là, ce job? Alors, quand tu es parti de toi-même? En fait, je me suis arrangé avec l'employeur. J'ai fait un espèce de départ à l'amiable parce que moi, je savais, dès cet âge-là, je savais que je voulais plus retourner en CDI. Tu savais que tu voulais être freelance à ton compte? J'avais fait mon expérience d'alternant et mon expérience de CDI. Donc en tout, ça faisait 3 ans. Je sentais que le milieu de l'entreprise, tel qu'on me l'avait présenté, c'était pas pour moi. Je sentais que j'avais besoin de liberté, j'avais besoin de m'épanouir dans plein de projets différents, rencontrer plein de gens. Et là, je sentais que je commençais à être limité et ça me peinait un peu, tu vois. Donc je savais, donc je lui ai dit, je veux un départ à l'amiable, je veux pouvoir partir. Prenez-moi quelqu'un si vous voulez, je le forme. Donc ça a été les 4 derniers mois. Non, même pas. C'était parce que moi, je me suis mis en mon compte en 2006, donc le 1er janvier 2006. Et en gros, il m'a dit, OK, mais par contre, tu me laisses quelques temps pour que je forme quelqu'un. Tu vois, donc en gros, je suis parti avant l'été. Mais toi, tu n'as pas eu peur de quitter ton CDI, quitter la sécurité pour aller dans un monde que tu ne connais pas du tout, surtout à cette époque-là, ce n'est pas du tout développé. Tu n'as pas eu peur de quitter la stabilité pour quelque chose de moins sûr. Tu t'es dit, je veux être libre, je veux varier les projets.
Tu y vas. Je me suis dit, je veux tester. T'avais aucune certitude en plus à ce moment-là. Zéro. Et tu y allais quand même. Non, j'ai dit, je veux tester. Non, mais c'est intéressant. J'ai dit, je veux tester. En fait, le CDI, j'avais la chance aussi, ça c'est un détail très important. J'étais chez mes parents encore. Ok. J'étais chez mes parents, tu vois, je m'apprêtais à partir, mais j'étais encore chez mes parents. Donc je me dis, pas de loyer. ouais, je me suis dit, si jamais j'ai 1 an à perdre pour tester ce truc-là, c'est maintenant. Ok. Tu vois. Donc je me suis dit, vas-y, j'essaye. J'ai rien à perdre. De toute façon, je veux partir de cette entreprise. Pour trouver cette entreprise-là, j'avais fait un peu de chômage. J'avais fait genre 3-4 mois de chômage. À l'époque, on envoyait des lettres, des lettres de motivation, c'était à la main. Hein. On ne faisait pas informatique, hein. Ça n'existait pas l'informatique. Il fallait l'écrire à la main. Bien sûr, j'en ai cogné des lettres, une quantité, tu vois. Donc voilà, j'avais trouvé cette entreprise-là, j'ai pas voulu, je suis pas resté. Et après, je me suis dit, c'est bon, c'est parti. Je veux pouvoir travailler avec n'importe qui. Quand tu as commencé à te lancer à ton compte, est-ce que tu te souviens par exemple de ton premier client, comment ça s'est passé? Est-ce que c'est toi qui l'as trouvé, tu as démarché, tu as proposé de faire un logo, comment ça s'est passé? Je crois que mon premier client, c'était la mairie d'à côté. La mairie d'à côté? Ouais, le service culturel. Tu vois, les affiches d'événements, etc. Tu leur proposais de faire des affiches? Je crois que c'était quelqu'un que je connaissais de vue, parce que c'est des petites villes, donc on se connaissait un petit peu tous. Et en discussion une autre, je suis freelance, etc. Je fais des visuels, etc. Je commençais en plus à l'époque, il y avait plein de sites, MySpace, etc. où on mettait un peu nos créas. Donc je pouvais déjà montrer, parce que j'avais pas de site internet, je savais pas faire un site internet. Donc je pouvais déjà montrer un peu mes créations. Et c'est de là-dessus où je crois qu'il m'a fait confiance. À l'époque, ça remonte. Ok. Et j'ai pu réaliser, j'ai travaillé avec eux pendant 1 an. Et ça s'est bien passé? Ouais. Et donc là, c'était en gros ta première expérience en tant que freelance, en tant que graphiste? Exactement. Avec la peur des prix et tout ce qui en découle. Est-ce que tu as beaucoup travaillé gratuitement ou pas? Parce que dans le milieu, c'est ce que je dis souvent, dans ce qu'on fait, que ce soit photographe, graphiste, quand on est freelance comme ça, il y a beaucoup de travail gratuit. Moi, je connais beaucoup de gens qui travaillent gratuitement. Toi, quand tu t'es lancé au début, est-ce que tu travailles gratuitement ou tu as tout de suite été rémunéré? Non, tout de suite rémunéré. En fait, pour moi, ça a toujours été une démarche d'être gratuit. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on ne me laissait pas le choix. C'est en gros, le projet me plaît, t'as pas de budget, mais j'ai envie de faire le projet. Donc vas-y, on s'arrange. Je le fais gratuit, t'inquiète pas. Okay. Par contre, si tu me dis ouais, j'ai pas de budget, je veux pas, tu peux me le faire gratuit, ça marche pas comme ça. Okay. Donc dès le début, même si mes prix étaient vraiment pas élevés, parce qu'à l'époque c'est pareil, j'avais pas les sources d'informations comme il y a aujourd'hui sur internet où tu peux trouver des espèces de bases, des barèmes un peu, tu vois, de graphisme, combien coûte un logo, etc. Même si ça peut varier, tu avais quand même un socle. Moi j'étais très bas, mais je m'en foutais. Je m'en foutais parce que ça, ils peuvent en témoigner, les gens qui se mettent à leur compte, les premières factures sont incroyables. Tu te dis, c'est mes sous. J'ai gagné mes sous là. Là, j'ai fait mes premiers 200 €, 300 €, 500 €. C'était incroyable, tu vois. Et après, j'ai commencé à construire un petit peu mon petit barème de prix en me disant par rapport au temps de travail, ça va pas du tout. J'ai commencé aussi au fur et à mesure à rencontrer des gens, tu vois, qui étaient freelance aussi. D'autres graphistes comme toi? Ouais, exactement. Que dans le graphisme. Et c'est là où j'ai commencé à me dire, là, je suis vraiment trop faible. Il va falloir que je remonte un petit peu. En plus, ça me prend un temps monstre. Il va falloir que j'essaie de trouver une solution pour que ça effraie pas le client et en même temps que moi, je puisse gagner ma vie, tu vois. Donc, je l'ai construit au fur et à mesure de cette manière-là. Et tu as réussi à trouver un équilibre en fait entre le temps que ça te prend et l'argent que ça te rapporte. Exactement. Donc voilà, là c'était la première année, ça a plutôt bien marché. Du coup, est-ce que toi tu t'attendais à ce que ça marche bien quand tu t'es lancé à ton compte ou tu n'avais pas trop d'attente? J'irais pas jusqu'à dire que ça marchait bien. Ça me mettait en confiance sur l'avenir, c'est-à-dire que je commençais à gagner des petits sous. Okay. Mais à l'époque, j'étais au chômage, j'avais fait un départ à l'amiable, donc ça me permettait de combler un petit peu et surtout de prendre mes marques. Mais réellement, je ne pouvais pas en vivre. C'était impossible. Au début, c'était vraiment trop peu. C'est-à-dire que tu avais non, tu touchais le chômage à côté. Oui, exactement. Et quand, tu sais, le système, à l'époque, c'était la NPE, quand tu touchais pas la totalité de ton chômage en freelance, en fait, il te compensait en fait. Et si tu touchais rien, tu touchais ton chômage. Ouais. Tu vois, donc ça te permettait d'équilibrer, tu vois. Mais ça a été à partir de la 2e année. Donc à partir de 2007, j'ai rencontré une agence qui venait de se créer en 2006. Et cette agence-là, j'ai bossé avec eux pendant pratiquement 11 ans. Ok, en tant que freelance? En tant que freelance. C'est-à-dire qu'au début, je venais 2 jours par semaine. Une agence de communication? C'était une agence généraliste de com. Ils avaient plein de domaines différents. Et en fait, avec eux, là, je fais vraiment un grand pas. J'ai appris vraiment mon métier. Et même dans la photo. Parce que là, c'est entre 2006 et 2007, c'est là où j'ai commencé. Parce qu'en 2006, fin 2006, j'ai travaillé avec un client qui était joaillier. Et je fais des créas pour lui, c'est pas très important. Mais à un moment, lui, dans son atelier, il avait un appareil photo. Et il essayait de faire des photos de ses bijoux.
Sauf qu'il n'y arrivait pas du tout. Il avait acheté un objectif et un boîtier, il ne savait pas s'en servir et il m'a dit écoute, je ne sais pas m'en servir, est-ce que ça t'intéresse? Toi, à ce moment-là, tu es graphiste. Moi, à ce moment-là, je suis graphiste, mais n'oublie pas que je faisais beaucoup de skate et beaucoup de BMX avec tous mes potes qui en faisaient aussi. Ok. Et dont 2-3 photographes autour de moi, ça me donne envie quand même. Et je lui dis bah écoute, c'est quoi, vas-y go, je t'achète ton appareil photo et moi je m'y mets. Et j'ai commencé vraiment la photo avec la photo de skate. J'allais avec mes potes et je testais. Et j'essayais de reproduire vraiment ce que j'avais appris en cours de photo. Tu vois, j'avais déjà les bases, parce que j'avais appris sur l'argentique, et j'ai commencé vraiment à développer ça en cognant plein de magazines de BMX, en regardant ce qu'ils faisaient, les lumières, etc. Et j'ai commencé à développer. Et ensuite, en 2007, quand j'ai rencontré cette agence, moi je faisais déjà beaucoup de photos de BMX et de skate. Et lui, je vois qu'il a des projets qui ont un potentiel où je peux développer la photo avec lui. Et vu que le patron de l'agence, qui était un peu mon mentor du business, je sens que c'est quelqu'un qui a faim, qui veut développer. Donc je lui dis, viens, on développe la photo. Ça pourrait être trop intéressant. Et fin d'année 2007, je crois que c'était à ce moment-là, on travaillait pour une grande maison culinaire qui s'appelle Le Nôtre. Et on faisait tous les catalogues. Et en fait, lui, avec sa force commerciale, il a réussi à leur vendre, on va vous faire la DA, le design et les photos des produits. Ok, oui, donc mon premier shoot professionnel, ça a été un shoot culinaire, ça a été chez Le Nôtre. Là où il y a plein de grands photographes qui sont passés. Je suis arrivé là-dedans comme ça. J'avais jamais shooté ça de ma vie, du culinaire. Et j'ai pu vraiment me plonger dans le milieu professionnel avec la photo. On avait acheté plein de matériel, plein de lights, parce qu'il avait mis les moyens là-dedans. Donc à l'agence, on avait plein de matériel et on a développé ce truc-là. Et à partir de ce moment-là, ça a fait le déclic. Et là, j'ai explosé et j'ai commencé à m'intéresser à trop de sujets. Et tous les sujets qu'on avait à l'agence, à chaque fois, que ce soit de l'architecture, du corporate, du packshot, du luxe, de la mode, tout sport. J'ai dit vas-y, on fait la photo. Pas du tout sport. Là, à ce moment-là, il n'y avait pas de sport du tout. Pas de sport. Le sport, c'est bien après. Le sport, c'est en perso. Ok. C'est en parallèle. On va y venir. On va y venir. Mais en tout cas, professionnellement, avec cette agence-là. C'était une aubaine en fait, cette agence. C'est incroyable, bien entendu. Ça a été ton client pendant 11 ans, c'était ton plus gros client? Oui, bien sûr. Ah bah bien sûr. Parce que lui, il me prenait au quotidien. C'est-à-dire qu'il y avait des semaines, je venais bosser 3 jours, des semaines, je venais bosser 4 jours, des semaines, je bossais le week-end. Enfin, tu vois, c'était vraiment un quotidien. Et à côté, j'avais mes autres clients où je développais d'autres petits projets perso. Il y avait moins de budget, mais ça m'a permis de bosser sur d'autres sujets où des fois, c'est plus intéressant. Mais il y a plein de gens qui ne peuvent pas bosser avec eux parce qu'il n'y a pas assez de budget. Mais vu que j'avais l'agence qui me rémunérait, bah, je me disais, vas-y, j'ai toujours marché comme ça, moi. 80% pour manger, 20%, c'est des projets où je me fais kiffer. Et actuellement, je fonctionne encore comme ça. Tu vois, si jamais je sais qu'un client il vient me voir, il n'a pas beaucoup de budget, mais le projet est vraiment incroyable et vraiment stylé, allez, je le rentre dans mes 20%. Mais les 80%, il faut que j'ai 80% pour manger. Non, mais c'est super intéressant. Mais donc cette agence, ça a été une aubaine, c'est ce qui t'a permis de te lancer vraiment à fond à ton compte. Comment tu as pu commencer à travailler pour cette agence? Est-ce que tu as postulé chez eux? Est-ce que c'est eux qui sont venus à toi? Ils avaient fait une annonce. Parce qu'en fait, au début, en ligne, dans le journal? Non, en ligne. Il avait fait une annonce parce qu'en gros, à cette époque-là, il avait que 2 graphistes, un exé, un créa, et le créa partait en vacances. Et donc tu as vu une annonce, je recherche graphiste. Donc je suis venu bien habillé, avec mon petit book, et je suis venu avec le petit book que j'avais pas grand-chose. Et je pense qu'il a aimé mon énergie, parce que vraiment, j'avais pas grand-chose à montrer non plus, tu vois. Tu n'avais pas de portfolio Non, c'était pas exceptionnel, franchement, c'était pas exceptionnel, tu vois. Et il m'a fait confiance. Je pense qu'il a bien, comme je dis, il a bien aimé mon énergie. Donc on a commencé à développer ensemble. Et c'est comme ça que j'ai commencé à le rencontrer. Au début, c'était petit à petit. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à m'ancrer dans l'agence. Et je venais pratiquement tous les jours à la fin. Ok, bah, c'est super intéressant. Vous voyez, c'est comme ça. Il faut toujours saisir les opportunités quand elles viennent à nous. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais du shoot culinaire. Tu n'avais jamais fait de shoot culinaire, ça par exemple. Non. Comment ça s'est passé ton premier shoot culinaire alors que tu n'en avais jamais fait avant? Tu avais essayé de te former un peu? Tu avais essayé de demander à d'autres photographes? J'analyse beaucoup, moi. C'est-à-dire que je demande pas parce que j'avais aucun photographe culinaire autour de moi. Et j'ai beaucoup regardé comment étaient faites les photos culinaires. J'avoue que j'ai un peu un toc avec ça. C'est-à-dire qu'autour de moi, j'analyse énormément de choses. Je te donne un exemple, je vais être dans le métro. Tu observes beaucoup. Je vais te voir toi, je vais regarder comment est le néon, comment il réagit sur ta lunette. Si tu as un blazer brillant, comment il réagit sur toi. Dans les yeux d'une fille, dans le sac à main de quelqu'un, dans le sac à dos, un chien, enfin une laisse, n'importe quoi. Je regarde tout l'impact des lumières, donc j'analyse beaucoup. Et donc c'est exactement ce que j'avais fait. J'avais regardé un petit peu sur leur site internet, dans d'autres catalogues. Je regardais un petit peu comment étaient prises les photos, si c'était un produit brillant, si c'était un produit mat, s'il était translucide, s'il était pris en top, s'il était pris sur le côté, quelle focalise utiliser. Je regardais tout en fait. Comme ça, quand je suis arrivé, j'avais tout préparé.
Parce que c'est moi qui avais fait la DA du catalogue. Ouais. Donc à l'époque, c'était des top shots qu'on avait fait. Ouais. Je savais exactement comment j'allais les cadrer, etc. J'avais juste l'inconnu de ce qu'on allait shooter. Ok. Parce que le chef, il prépare devant toi, parce que j'allais dans la cellule de création, là où ils font les plats, etc. Et donc, j'étais toujours un peu dans le suspense de quelle assiette il va t'amener. Ouais. Tu vois. Et là, je sais que ça a été un moment charnière dans ma carrière parce que j'ai adoré travailler avec des gens passionnés. J'explique, des fois tu travailles avec un service marketing, etc. C'est aussi très enrichissant, mais de travailler en direct avec celui qui crée le produit, comme tu vas travailler avec un sportif en direct, ça change tout. il y a un truc qui est incroyable. Dans la discussion, dans l'échange, et je me mettais à côté du chef qui travaillait, donc j'analysais en même temps toutes les couches qu'il mettait, comment il superposait les choses, etc. Je me dis, tiens, je vais le shooter comme ça, tiens, telle light, je vais la mettre là, tiens, je vais essayer de créer une réflexion à cet endroit-là, etc. Et j'ai construit au fur et à mesure. Donc à ce moment-là, j'ai fait des erreurs, que après j'ai corrigé parce que j'ai travaillé. J'ai fait encore un shoot l'année dernière avec le nôtre. Donc tu vois, je travaillais encore avec eux. Donc ça a pris du temps. Mais et j'ai construit de cette manière-là, toujours en analysant. Est-ce que à ce moment-là, tu faisais toujours des graffitis ou plus trop? Alors, continuais toujours? Graffiti, plus dans la rue. Mais l'amour de la typo Ouais. sur le papier, j'en faisais toujours, même dans mes projets perso. Est-ce que toi, t'es passionné, tu l'as dit, tu étais passionné de graffiti. Est-ce que tu étais aussi passionné de photos, d'images de manière générale ou tu vraiment que les graffitis? Non, en fait, j'étais passionné du rendu. Je ne sais pas comment l'expliquer en Du fait. résultat final en fait. Ouais, exactement. D'avoir un projet. Peu importe comment tu le fais, si c'est un dessin, si c'est une photo, si c'est du graphisme, si c'est de la 3D, j'ai toujours été passionné par le rendu. Par la à la qualité, fin, ouais. comment je peux arriver à avoir ce rendu-là? Tu vois, la typo, quel feutre je vais utiliser, quelle texture je vais utiliser pour avoir ce rendu, cette épaisseur, ce tracé sec. Tu vois, comment je vais trouver un moyen? C'est pour ça que tu vois, par exemple, quand j'analyse actuellement, quand j'analyse une photo, je veux pas connaître le setup du gars. Je veux analyser, je veux savoir comment il a utilisé ça, comment il a eu ce rendu-là, comment ce contraste il a réussi à l'avoir. Il y a une réflexion, il y a un machin, tu vois. Et en fait, c'est ça qui me fait plaisir. Quand on me pré-mâche, aujourd'hui il y a beaucoup, et c'est un vrai business et ils ont raison, de montrer un peu des tutos, de montrer un peu les backstage de comment tu fais les choses. Moi, j'aime pas trop, perso. Je trouve que c'est un peu un magicien qui me donne son tour. Ça casse un peu le tour, je trouve. Tu préfères en fait essayer de deviner par toi-même. Je préfère construire. Et c'est ça ma vraie passion. La passion de l'image, c'est construire ton image. Tu vois, quand je collabore maintenant avec des gens, avec un artiste 3D, etc., je suis passionné de cette relation où comment on va réussir à avoir ce résultat. Tu vois, le client, il veut ça. Comment on va faire? Avec qui je vais bosser? Tu vois, comment on va le construire? Ouais. Et ça, j'adore. Mais on sent que vraiment, tu as une rigueur qui est exceptionnelle. Toi, ça devient d'où, cette rigueur? Genre, est-ce que c'était comme ça naturellement ou... Bah, j'ai toujours été, je fais ou je fais pas. Mais quand je fais, je suis un peu matrixé. Ouais, t'es très à l'instinct en fait. Ouais, je bosse énormément à l'instinct. Ça m'a posé préjudice par contre. Ça, parce que En fait, si tu le sens pas, tu vas pas. quand j'ai commencé à bosser avec des agences parisiennes, Ouais, parce que l'agence avec qui j'ai bossé était à mi-chemin entre là où j'habitais et Paris. ok. Donc c'était pas vraiment une agence parisienne. Agence parisienne, tu sais, il y a des codes et tout. Et il faut beaucoup justifier ce que tu fais. Et il y a beaucoup de choses que je fais, moi, je peux pas te les justifier. Si peux tu pas te l'as le fait, justifier. c'est comme ça quoi. En fait, ça vient comme ça. Ouais. Tu vois, je me dis, tiens, j'ai cette idée-là, tiens, je vais la retranscrire de cette manière-là. Tu vois. Ouais. Et donc j'ai beaucoup travaillé comme ça, à proposer des choses. Et souvent, c'est là où j'ai rencontré des gens qui sont très très forts, qui sont justement des chefs de projet, des strats, qui eux, de ce que tu as fait, ils arrivent à le vendre aux clients. Ils sont trop forts. Et ils arrivent à rentrer dans ma tête. Ouais. Ah, je pense que tu as fait ça pour ça, moi je le ressens comme ça. Je dis, putain, c'est vrai, c'est fou. Et en fait, c'est vrai, l'art, c'est un peu comme ça. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fait quelque chose, tu as fait un visuel, une fois que tu le montres à quelqu'un, il t'appartient plus. Oui, bah oui, il appartient aux autres. Il appartient aux autres. Si toi, tu avais voulu mettre du rouge parce que tu voulais véhiculer telle émotion et que lui, il a l'émotion inverse, tu t'es trompé. C'est trop tard. Tu t'es trompé. C'est pareil dans la musique. On entend souvent les artistes dire une fois que tu sors la musique, un projet, un album, Et le public? ça ne t'appartient plus. Exactement. C'est pareil avec, tu le sens, enfin c'est comme ça que tu le ressens en tout cas avec tes visuels, Exactement. tes photos aussi. Exactement. Toujours. Donc, Toujours. Tu as travaillé pendant 11 ans du coup avec cette agence. Là du coup, pendant ces 11 ans, tu travailles exclusivement qu'avec cette agence ou tu avais d'autres clients à côté en parallèle? Non, j'avais d'autres clients à côté. D'autres agences aussi ou... J'ai dû bosser avec une ou deux agences, mais sur des petits projets. J'avais surtout des projets en direct, tu vois, avec des marques, avec des magasins, sur des events, sur des choses. Mais surtout, ça c'est un point vraiment important, c'est que j'ai commencé à développer une asso, parce que moi je faisais du sport, je faisais du football américain à l'époque, et j'ai créé mon club de foot américain. Ouais. Et réellement, ça c'était le tournant pour mon entrée dans le sport. Parce qu'en gros, moi j'ai créé mon club en 2011. Tu l'as créé où ton club?
à Montreux, dans le 77, à côté de Fontainebleau. Ok. Donc en gros, je l'ai cofondé avec un pote. Parce que moi j'ai fait énormément de basket quand j'étais plus jeune. Et le foot américain, je connaissais, mais j'avais jamais joué vraiment. Tu vois. Mais et un pote m'a fait découvrir. Je vais créer un club de football américain. J'y viens. Okay. En gros, il m'a fait découvrir ça, parce que lui, il jouait. Il me dit, ouais, c'est une dinguerie et tout. Je me rappelle un jour, on a fait un nouvel an. Il m'a attrapé dans un coin de mur pour me parler de foot américain pendant 2 heures. Ouais. 2 heures. Et il m'a mis ça dans la tête. Je dis, c'est incroyable. Je voyais ça à la télé, je connaissais rapidement. Je dis, ça a l'air fou. Et j'ai commencé à jouer. Et j'ai commencé à faire différents clubs. J'ai vu qu'il n'y avait pas l'état d'esprit que je voulais. Il n'y avait pas l'image. Tu vois, encore toujours cette passion d'image. Il n'y avait pas l'image que je voyais à la télé. Les mecs qui rentrent avec des flammes, ils sont bodybuildés, les équipements, ils sont incroyables. Un show, quoi. J'avais l'impression, je n'ai rien contre le rugby, mais j'ai l'impression que c'était du rugby avec des épaulières. Tu vois. Et le rugby, j'adore, mais c'est très terroir. Et c'est ça qu'on aime dans le rugby, tu vois. Le foot américain, ça n'a rien à voir. C'est la NFL, c'est l'Amérique, tu vois. Et je ne retrouvais pas ça. Et avec mon pote, en parlant avec lui, je dis, qu'est-ce que t'en penses de monter un club? Et il me dit, ouais, j'allais te le proposer. J'allais te le proposer. Et nous, on part dans nos idées sans savoir que ça allait prendre de l'ampleur. Et on se dit, vas-y, c'est une dinguerie, vas-y, on commence à faire ça. Et on commence à recruter un peu autour de chez nous. On s'entraîne dans un champ, etc., le temps de monter le projet. Parce que surtout, il fallait monter un gros dossier pour aller voir une mairie pour leur dire, voilà, on veut monter un club de foot américain. Donc moi, je monte, je crée le logo, je fais toute l'identité du truc, etc. On va à la mairie, on vote, je te le fais en cours, hein. C'est validé et on se lance dans le projet. Okay. Et là, moi, je suis président du club. Mon pote est trésorier, et on développe le truc. Et là, ce qui a été trop cool, c'est que je faisais ce que je voulais. C'est-à-dire que j'étais mon propre patron, je te parle en termes de visuel. Ouais, tu gérais la DA du club, quoi. Je faisais mes shootings, ouais. je prenais mes potes, les visuels, exactement, identité, etc. Et j'ai commencé à… En fait, j'avais dit aux gars, moi, je veux quand on rentre dans le domaine du foot américain, dans la Fédé, je veux qu'on montre que nous, on n'est pas là pour plaisanter. Donc, par contre, si je fais des gros visuels, il faut que les résultats, ils assurent derrière, sinon on va faire l'effet inverse, tu vois. Donc, on commence notre première saison, on fait finale première saison, demi-finale deuxième saison, et on commence à monter, on est monté jusqu'en national et tout. Donc, en fait, ça a vachement pris, et surtout, dans le milieu du foot américain, je pense que ça a mis une petite graine. Je ne vais pas dire que c'est grâce à moi, il ne faut pas exagérer non plus, mais ça a mis une petite graine dans la tête des gens. Dans la tête des autres clubs. En fait, il faut faire des affiches. Le fait de développer les visuels, d'avoir une vraie identité. Bah oui, pour le recrutement, etc. En fait, faut le faire. Toi, tu le sentais qu'avant que tu crées ton club, les autres clubs de football américain, il n'y avait pas de communication visuelle. Zéro. Nada. Zéro. Ce qu'il y avait, c'était un petit gars qui touchait un peu à Photoshop dans son club et qui aidait, qui faisait des visuels. Mon Dieu, la tête du visuel. C'était pas professionnel. Non, c'est ça. Il y avait rien qui était prévu pour, tu vois. Et moi, j'ai commencé à mettre sur ce truc-là. Ils ont commencé à se rendre compte aussi avec du recul qu'avec des belles affiches, ça créait du recrutement, ça créait de l'envie. Moi, j'ai fait des starters, j'ai fait des vêtements, des t-shirts, etc. Donc ça vendait, ça faisait de l'argent pour le club, pour développer, pour avoir des tenues. J'ai été le premier club à avoir 3 équipements complets. Tu vois, donc on pouvait, dans la saison, changer nos équipes. Enfin, dans le foot américain en France, c'était la première fois, tu vois. Moi, je m'éclatais. Moi, je m'éclatais. C'est fou. En fait, le fait de créer ton propre club, ça t'a permis de progresser dans ta carrière en tant que graphiste, photographe. Ça a été un gros plus. Exactement. Toi, quand tu as créé ton club, c'était ton objectif de progresser dans ta carrière professionnelle ou ton but, c'était juste de créer un club parce que ça te faisait kiffer? Je voulais jouer au foot américain et m'éclater. Okay. Et par contre, quand je voulais jouer, je voulais qu'il y ait du flow, je voulais que ce soit stylé, je voulais que les affiches, je voulais que je vois mon club de l'extérieur. Je dis, putain, on a monté un truc qui est vraiment stylé. Ça t'a fait progresser en fait. De fou, même humainement. Tu vois, regarde, je te prends un exemple. Au début, quand j'avais pas le club, quand j'allais faire une présentation client, tu vois, j'allais voir des gens. Depuis tout jeune, j'avais du mal à m'exprimer. J'ai vraiment du mal. Des fois, je bafouille, etc. Maintenant, c'est un peu mieux. Mais avant, c'était une catastrophe. Et bah là, le fait d'être coach, le fait d'être président de club, tu dois t'adresser aux parents des joueurs, etc. Et bah ça m'a forcé à être éloquent, à parler devant des gens, à parler des fois devant d'assemblées. À l'assemblée générale, des fois, il y avait 70 personnes, 100 personnes, 150 personnes. Tu vois, donc tu es obligé de prendre la parole. Tu es le leader un petit peu de l'équipe. Tu es obligé, tu vois. J'étais capitaine de l'équipe. Enfin, tu vois, il y avait tous ces trucs-là. Donc tout ça, ça m'a appris, ça a été une leçon de vie. Tu vois, de devoir coacher des gens, donc faire du management. Donc quand tu gères des équipes maintenant, quand je fais mes prods photos, bah, c'est un peu le même principe. Tu vois, je crée un plan de jeu à l'époque au foot américain. Là, je dois créer toute une pré-prod, je dois faire toute une logistique, recruter les bonnes personnes, bien les manager, bien les driver, etc. pour que ça se passe bien. Donc en fait, tout ce que j'ai appris dans le foot américain, humainement, est venu se décaler directement dans mon métier. Ce que tu faisais, du coup, j'imagine que ça te prenait beaucoup de temps, le club, le fait de faire les visuels, etc. J'avais pas de vie. Mais du coup, tu travaillais aussi en parallèle?
n'étais pas que exclusivement sur le club. J'avais 3 journées en une journée. Tu étais sur l'agence de communication. Après freelance, parce que j'avais des projets à côté. Ouais. Et ensuite, le club. Ok. Donc là, visuel, trésorerie, gestion des entraînements, gestion de préparation des matchs, gestion de la fédération. Je faisais tout. Comment tu faisais pour gérer tout ça en même temps? J'ai explosé. Vraiment, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu n'en pouvais plus. En fait, il y a eu un moment où ça a été en 2000. Le club, je l'ai eu 6 ans. Et à partir de 6 ans, je savais que j'allais. J'avais rencontré ma femme d'aujourd'hui et on est parti à Paris. Elle a trouvé un job à Boulogne. Et moi, j'ai dit, je veux vivre une fois au moins à Paris, parce que j'étais à Fontainebleau. Je veux faire cette expérience de me développer à Paris, voir un peu si je vais rencontrer des gens, etc. Et donc, j'ai dit au gars du club, moi, je ne peux plus. Là, c'est trop. Ça devient un niveau où c'est très dur de déléguer. Ouais, c'est très dur de déléguer. Plus ma vie perso, plus ma vie professionnelle, c'était compliqué à gérer. Donc, j'ai dit, j'arrête le club et je me consacre vraiment à ma vie pro et à ma vie perso. Donc j'ai arrêté parce que… Tu as arrêté le club, mais tu continuais à côté pour l'agence et pour les projets que tu avais avec d'autres marques. Exactement, exactement. Et là, ça t'a libéré beaucoup de temps? Bah non, parce que ça c'est… forcément à Paris, ça a développé d'autres choses. Ça a développé d'autres choses. Parce qu'en fait, j'ai eu la chance aussi, encore une fois, grâce à mon club qui s'appelait les Strikers. Il y a une agence à Paris, à Boulogne précisément, qui s'appelle La Fourmi, qui est une agence de sport. Agence La Fourmi, ouais. Dédiée au sport. Et en fait, il y avait un gars dedans, qui est Strat, qui s'appelle Marwan, qui habitait à Fontainebleau et qui connaissait des gens de mon équipe et qui a vu les visuels que je faisais. Donc, il manquait un graphiste à La Fourmi, donc il a proposé mon profil. Donc, entre guillemets, ils m'ont un peu débauché et c'est à ce moment-là où j'ai fait la transition de partir, entre guillemets, de l'autre agence, parce que je ne suis pas parti parce que j'étais freelance. Donc, c'est juste que je travaillais moins avec eux, pour aller travailler avec l'agence La Fourmi, où j'ai pu continuer et développer des choses avec eux. Ok, et avec l'agence La Fourmi, c'est là que tu as commencé le sport du coup? Vraiment professionnellement, ouais. Parce qu'avant, tu travaillais un peu dans le sport, mais c'était pas professionnellement? Non, parce que en fait, le truc, c'est que c'est toujours ça qui est compliqué avec le sport, c'est que quand tu veux taper dans des gros projets, pubs, etc., généralement, c'est des freelances qui travaillent avec des agences et les marques travaillent avec les agences. Okay. Ça reste très rare sur une grosse campagne qu'une marque travaille en direct avec le freelance. Ouais. À part pour des petits contenus. Tu vois ce que je veux dire? Mais confier une agence globale monde à un freelance dans son coin, trop dangereux. Ouais, c'est beaucoup trop dangereux. Tu vois? Imagine le gars il tombe malade, tu fais quoi? C'est pas possible. Donc ça m'a permis d'accéder avec La Fourmi à des projets auxquels j'aurais pas pu prétendre en étant freelance. Et donc là, c'est avec La Fourmi que tu as commencé à travailler avec des clients précieux dans le sport, comme les marques comme Adidas, Puma ou… Pas Adidas, mais Puma, après. Puma, ouais. Parce qu'en fait, ce qui a été différent avec La Fourmi, c'est que quand je suis arrivé en tant que graphiste. Ils ne m'ont pas recruté en tant que photographe. Okay, la photo, j'en faisais à côté. Mon deal avec eux, c'est que j'étais freelance. Okay, je travaillais souvent avec eux. Et ils m'avaient dit, par contre, nous, on ne fait pas de photos. Nous, on ne fait pas de photos. S'il y a un projet, potentiellement, on louera du matériel, on fera comme une prod classique. Mais à la base, ils ne faisaient pas de photos. Et moi, vu que comme je suis d'habitude, j'ai faim tout le temps, j'ai été voir tous les chefs de projet de l'agence et je leur ai dit, moi, je veux faire de la photo, moi. Parce que je fais du graphisme aussi, mais je fais aussi de la photo. Et à l'époque, ils avaient le PSG, ils avaient plein de clients qui étaient vraiment, vraiment cool. Donc j'ai tous été les voir et je leur ai dit, moi, je veux faire de la photo. Ok, ouais, mais en plus du graphisme. Ouais, bien sûr. Je leur ai dit, venez, on développe la photo, vous avez le client. Ouais. Donc ça veut dire que vous avez les contacts là-bas, proposez, ça coûte rien. Au début, ils me disaient non. Puis à un moment, ils disaient, bah, allez, on va essayer. Et c'est là où j'ai commencé. J'ai travaillé avec le PSG Handball. C'est le PSG Handball au début qui a fait confiance à La Fourmi avec moi. Et j'ai pu commencer vraiment à développer ce truc-là. Okay. Ensuite, il y a Puma qui est rentré chez La Fourmi à la Coupe du Monde 2018 en motion design. Donc rien à voir avec la photo. Mais forcément, tu as les contacts, tu vois. Et le chef de projet, j'ai été le voir et je lui ai dit, tiens, il faut faire de la photo. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc là, même, en fait, encore aujourd'hui, tu fais de la photo et des graphistes, en fait, des graphismes. Alors du graphisme, maintenant, j'en fais plus. T'en fais plus du tout? Non, pratiquement plus. On va dire qu'il reste 5%. Aujourd'hui, tu es en fait à 95% photographe. Ouais, exactement. Tu as délaissé le graphisme parce que tu voulais plus en faire ou parce que tu avais moins de demandes? Pourquoi tu as délaissé le graphisme? Pourquoi t'en fais plus? J'ai toujours eu la demande. C'est juste que j'avais une espèce de barrière psychologique. Là, cette année, je vais avoir 40 ans. Et dans ma tête, je m'étais toujours dit, à 40 ans, Rémi, tu ne seras plus graphiste. Ouais. Moi, perso, sans vexer les gens qui ont plus de 40 ans, qui sont graphistes,
Je connaissais pas de graphistes frais de plus de 40 ans. Moi, je connais des artistes, des gars qui étaient graphistes et qui sont devenus artistes. Tu vois, et c'était ma vision du truc. Je dis, tiens, à 40 ans, est-ce que vraiment ils vont me prendre moi ou ils vont prendre un petit graphiste de 20 ans qui a faim, qui est frais, qui a les trends du moment, tu vois, qui est dans l'air du temps. Je dis, tiens. Par contre, un photographe, c'est différent. Un photographe, tu veux un gars qui a un peu de bagage, qui a de l'expérience de prod, qui va pas te planter un shoot où tu mets beaucoup d'argent, tu vois. Donc je dis, à mon avis, ça se trouve, à ce moment-là, je vais switcher. Et c'est exactement ce qui s'est passé. L'année dernière, moi, le graphisme m'animait plus comme avant. C'est-à-dire que moi, créer un logo, une identité, etc., je l'ai fait pendant des années, mais ça m'animait moins. Tu as fait le tour, tu penses avoir fait le tour en fait? Non, c'est pas que j'avais fait le tour. C'est aussi ce côté humain. Quand tu vas sur une prod, tu as plein de gens. Tu rencontres la styliste, le maquilleur, tu as plein de gens autour de toi, des chefs de projet, les sportifs ou les modèles, etc. Et il y a une espèce d'émulsion que moi j'adore. Alors que quand tu fais une identité, tu es devant ton écran, il ne se passe rien. Si tu es freelance et que tu es tout seul chez toi, il y a des gens qui adorent, ils sont casaniers, etc. Moi, je ne peux pas. Moi, je peux le faire quelques jours, mais au bout d'un moment, j'ai besoin de sortir et j'ai besoin de rencontrer des gens. Et c'est pour ça que j'ai toujours bossé en freelance avec des agences pour avoir ce côté aussi bureau. Tu sais, tu as des collègues, tu discutes, tu réagis un petit peu sur le projet, tu prends du recul. Voilà, exactement. Et vu que moi, il y a un moment où je suis parti de la fourmi pour être 100% freelance, et ben en fait, je me retrouvais tout seul dans mon bureau à pas pouvoir vraiment partager. Je dis là, c'est pas possible. Je peux pas continuer, c'est pas possible. T'as besoin d'avoir. J'ai besoin de bouger. Ouais. J'ai besoin de voyager, j'ai besoin de rencontrer des gens, d'être sur des prods, de monter des équipes. Comme j'avais mon club de foot américain à l'époque, tu vois, j'avais besoin vraiment de cette émulsion d'esprit d'équipe. Là aujourd'hui, tu es 100% freelance ou tu travailles avec une agence ou... 100% freelance. Je bosse avec qui je veux, quand je veux, où je veux. Donc c'est-à-dire que même là, les clients que tu as actuellement, on peut voir sur tes réseaux, d'ailleurs je mets ces réseaux en description et je le mets à l'écran. Les clients que tu as des gros clients, tu as Puma, tu as Adidas, tu as la Fédération française de football, tu as les équipes de e-sport. Tout ça, c'est toi en freelance directement, tu n'es pas avec une agence? Non, bah si, en fait, tu as tout. En fait, je peux bosser en direct avec une prod. Ouais. Ok. Je peux bosser directement avec une agence. La marque peut me contacter en direct. Je peux bosser directement avec le sportif. Enfin, tu vois, il peut y avoir plein de choses. Donc, je suis ouvert à n'importe quel projet. Par exemple, je prends l'exemple de la Fédération française de football quand tu leur as fait leurs photos en 2022, je crois que c'était ça. Ouais. Comment, là, cette collaboration, comment ça s'est passé? Là, c'était un ancien de la Fourmi qui est parti à la Fédération. Ok, vu que je le connaissais, il m'a proposé, il m'a dit ouais, il y a le Media Day. Est-ce que ça t'intéresse de venir faire les photos? Ouais. Bien sûr que oui, bien sûr que oui. Donc on a développé ce truc-là. L'année d'après, donc l'année dernière, il m'a demandé si je voulais faire la partie créative pour la Coupe du Monde pour les filles. Je l'ai fait aussi. Et là, cette année, il m'a rappelé pour faire la même chose. Donc voilà, c'est parce que j'avais déjà le contact. Aujourd'hui, dans la photo, tu es 100% épanoui. Est-ce que le graphisme, ça te manque un petit peu ou pas trop? En fait, tu sais, c'est un peu comme dans le sport. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, quand je faisais je fais le parallèle avec le BMX. J'ai fait pendant des années du BMX. Tant que tu as une marge de progression, tu es super excité. Ça t'anime en fait. Ouais, tu es super excité. Et il y a un moment, moi en BMX, je me suis blessé. Ouais. On va faire l'excuse du ligament croisé, hein. Mais vraiment, je me suis blessé. Puis de toute façon, je savais très bien que je n'y arrivais pas non plus. Mais ton ascension s'arrête. Ouais. Et tu vois les autres qui évoluent. Et là, il y a un moment où en fait, ton niveau, Tu prends un coup. Ouais, tu prends un coup. Tu prends un coup et tu dis, tiens, moi j'ai l'esprit un peu de compétition, tu vois. Et si t'es pas le meilleur, je dis pas que je suis le meilleur, hein, loin de là. Mais t'as l'objectif, tu vois. Tu dis, tiens, j'ai envie de tout le temps progresser. Si tu t'arrêtes de progresser, est-ce que vraiment ça t'anime? Non. Donc moi j'ai arrêté le BMX à ce moment-là. Tu vois, et j'ai commencé à faire de la photo de BMX. Donc j'allais en compète et j'allais plus pour photographier mes potes que vraiment pour faire du vélo. Tu vois, le vélo, je le gardais vraiment pour le kiff. Et bah le graphisme, ça a été la même chose. J'ai commencé à travailler et à rencontrer des graphistes qui ont un level dinguerie. Et je dis, mais en fait, moi, je préfère bosser avec eux plutôt que de moi être en concurrence avec eux. Même si réellement, dans l'art, il n'y a pas de concurrence. J'aime pas ce mot-là, mais être face à eux, tu vois. Et ça, ils sont trop forts. Moi, je veux bosser avec eux, en fait. Moi, je veux faire la photo, mais eux, ils vont faire le visuel. Et puis, cet artiste 3D là que j'adore, bah, je vais bosser aussi avec lui. Plutôt que de me mettre à la 3D. Ça m'intéresse pas. Je préfère bosser avec le meilleur. Ouais, tu préfères être ensemble plutôt qu'être en concurrence. J'ai toujours été plus esprit d'équipe. Depuis des années, du coup, ça fait plusieurs années que tu es dans ce milieu, photo. Tu touches à la vidéo un peu ou pas du tout? Pas du tout. J'ai aucun sens du rythme. Je suis nul en vidéo. Je préfère laisser ça à ceux qui vraiment y maîtrisent. Moi, faire un montage vidéo, ne serait-ce qu'un reel, c'est pas possible. C'est intéressant parce qu'il y a plein de photographes. Il y en a plein qui font les deux, qui sont très forts. Il y en a plein qui font les deux. Mais il y en a plein aussi qui pensent que quand tu es photographe, tu fais forcément de la vidéo, alors que c'est deux métiers qui sont complètement différents. Il y en a qui sont des cracks en photo, et c'est ton cas, mais qui ne touchent pas du tout à la vidéo.
Et inversement. Donc c'est intéressant, je trouve, le fait que tu fasses pas de vidéo. Mais depuis le temps que tu es dans ce milieu donc, du coup, de la photo, du graphisme, c'est quoi les évolutions que tu as vues entre le moment où tu as commencé en 2006 et là aujourd'hui en 2024? Il y a eu beaucoup de changements, il y a eu les réseaux sociaux qui sont arrivés, il y a eu l'IA. C'est quoi les gros changements que tu as observés dans ce milieu? Bah, les changements, ça a été surtout. T'en as un peu partout en fait. Bah, t'as forcément au niveau de la technologie, au niveau des appareils. Tu vois, ça c'est quand même. Maintenant, tu peux acheter un appareil photo d'une qualité incroyable versus 2006 où quand j'ai commencé. Tu vois, ça coûtait cher, tout le monde ne pouvait pas se l'acheter et les boîtiers qu'on avait étaient plus ou moins limités. Aujourd'hui, ça devient une dinguerie. Maintenant, tu peux acheter un appareil photo. Là, les derniers Sony, là, tu fais des rafales à 120 images secondes en RAW. Enfin, ça devient une aberration, en fait, ça devient n'importe quoi. Moi qui ai commencé sur l'argentique, qui réfléchit ma photo avant d'appuyer sur un clic, moi je peux dire que je réfléchis longtemps. C'est-à-dire que moi je suis un photographe qui ne fait pas beaucoup de photos. Sur un shoot, je ne te sors pas beaucoup de photos. J'essaie de sortir la photo, tu vois. Mais avec ces boîtiers-là, maintenant, pour les photographes bord terrain, c'est une révolution. Tu vois, donc il y a eu l'évolution. Après, il y a eu l'IA qui est en train d'arriver là. Pour moi, on est encore aux prémices. Mais je pense que d'ici 5 ans, ça va devenir compliqué pour certains métiers. Mais pour d'autres, ça va devenir un outil de dingue. Ça va devenir un outil de dingue. Et tu penses que pour le métier qu'on fait, photographe, je dis même la vidéo, le graphisme, tu penses que l'IA, ça peut être un danger? Bien sûr qu'il va y avoir un impact. Pour moi, c'est pas un danger. En fait, réellement, dans l'évolution de la technologie, dans l'évolution de notre civilisation, il y a toujours eu des arrivées. Tu vois, regarde, je te prends l'exemple, je l'ai entendu une fois dans un podcast, il parlait de la calculette. Bien sûr qu'avant, celui qui était à l'école et qui était fort en calcul mental, c'était la star de l'école. Quand la calculette elle est arrivée, bah, ça a rabattu les cartes. Et bah, c'est le même principe. En gros, la force de l'évolution, c'est de savoir toujours s'ajuster. Donc là, il y a des IA qui arrivent. Moi, je sais que j'ai un pote, pour l'anecdote, qui est graphiste. Okay, et lui, là, son objectif sur les 5 ans, c'est de devenir directeur de création. Donner des idées, donner des inputs. Tu vois, parce qu'en fait, bientôt, c'est l'idée qui va être valorisée, plus le travail. Parce que bientôt, tu feras un prompt et on te sortira le visuel. Il y a de plus en plus de campagnes qui sortent en IA. Tu vois, donc le graphiste, le pur graphiste, bah, lui, il va perdre des parts de marché. C'est sûr et certain. Les retoucheurs, ils vont perdre. Ceux qui font des logos, ils vont perdre. Par contre, les grosses agences ou les gros mecs qui vont tomber des identités visuelles et qui vont réfléchir, l'exécution va être faite par une IA. Par contre, l'idée, elle va être pensée par l'humain. Ouais, il faut s'adapter en fait, tout simplement. Tu vois, donc il faut s'adapter, il faut évoluer avec son. Il faut que ça devienne un outil. Si on commence à en avoir peur, on devient comme nos grands-parents quand Internet est arrivé. Oh là, moi je touche pas à ça, non, j'ai peur. Et si on prend pas le train maintenant, c'est foutu, les gars. C'est foutu. Toi, dans la photo, tu as touché à beaucoup de choses. Tu as fait des photos de BMX, tu as fait des photos de sport, tu as fait des photos culinaires, des photos en studio. C'est quoi l'exercice que tu préfères dans la photo? Puisque tout ça, c'est des domaines complètement différents. Tu vois, tout à l'heure, on parlait de la photo culinaire, tu n'en avais jamais fait. Puisque c'est un exercice complètement différent de faire des photos de sport, de BMX ou des photos de foot. Toi, c'est quel type de photo que tu préfères, s'il y en a un que tu préfères? C'est difficile parce que je préfère plus le challenge que la photo en elle-même. Okay. C'est-à-dire que ça, j'en parlais souvent en agence. Il y avait des gens, quand on venait les briefer sur un sujet, à chaque fois, ils râlaient. Ah, c'est chiant comme sujet. Non, c'est pas chiant. C'est ce que tu en fais qui est chiant. Si tu le fais en mode rébarbatif, tu le fais mécaniquement, oui, ça devient chiant en fait. Par contre, si tu essayes à chaque fois que tu fais un projet d'y mettre un petit truc en plus, essayer de développer une nouvelle technique et tout machin, là, ça devient intéressant. Et bien en fait, sur mes sujets photos, j'essaie toujours de développer un petit truc en plus. Tu vois? Et en fait, c'est ça qui m'anime le plus. Parce qu'en fait, réellement, que je prenne un grand chef en photo, en portrait, ou que je prenne, je sais pas, Teddy Riner en photo, machin, réellement, il y a plein de gens qui vont dire, bah hey, Teddy Riner. Bah non, en fait. Parce que ça se trouve, Teddy Riner, le brief qu'on m'a fait, bah il n'est pas super excitant, alors que le projet du chef, il est plus excitant et techniquement, je peux apporter plus de choses. Donc en fait, réellement, ça dépend du projet. Ça dépend du projet. Il y a plein de choses que tu peux apporter dans le projet. Ce qui me freine le plus, c'est quand on me met trop de barrières. Ouais. Forcément, des fois, quand tu as un brief qui est trop figé, ou limite, on te dit, bah, là, tu es exécutant, tu dois faire ça. Tu n'as pas de challenge, en fait. C'est-à-dire que tu appliques les règles. Donc, moi, sur un projet, c'est le challenge qui m'attire. Donc, j'ai pas vraiment de sujet. Encore une fois, hein, tu peux me dire, on va aller faire un shoot d'architecture, alors qu'on ne fait plus du tout. Hein. Mais par contre, on a besoin, je sais pas, il y a une idée de dingue autour de ce truc-là. On va le mélanger avec de l'IA, avec des gens devant qui vont faire des trucs, je sais pas, improbables. Vas-y, go. Vas-y, le projet peut être intéressant. Vas-y, go. Ouais. On sent que tu as vraiment cet esprit créatif et que tu débordes d'idées. Je pense que les agences, elles doivent bien aimer ça. Et c'est pour ça que j'imagine les agences veulent travailler avec toi. Toi, ton style de photographe, tu le définirais comment? C'est pas évident parce que déjà, il faut savoir que moi, je m'estime pas du tout artiste.
Ah bon? Non, je suis pas un artiste. Ben Moi, pourquoi? moi, en fait, je fais très peu de projets perso. Moi, je réponds à une demande client. Ouais. C'est différent. C'est-à-dire que Oui, mais t'as je un m'adapte. style. En fait, ce qui me fait kiffer, c'est de m'adapter au projet. Ouais. Tu vois, je m'adapte aux contraintes, à ce qu'on me demande. Je m'adapte aux sportifs que je vais shooter, aux vêtements, aux produits. Je m'adapte à ce truc-là. C'est-à-dire qu'il y a des artistes, je te prends l'exemple de la mode, ça se fait énormément. La marque veut signer cet artiste. Et entre guillemets, il lui donne carte blanche. Moi, c'est pas ma manière de travailler. Tu vois? Donc en fait, mon style de photo, c'est dur à définir moi. Il y a des gens qui pourraient le définir à ma place. Tu vois, parce qu'ils ont cette perception. Moi, je suis trop interne, j'ai trop l'impression de faire des choses différentes. Alors que j'ai des potes à moi qui me disent « Ah, j'ai vu cette campagne dans le métro, je sais que c'était toi. » Je sais pas comment tu as réussi à deviner que c'était moi, parce que j'ai travaillé comme je fais d'habitude, mais j'ai des sujets tellement différents. Si tu regardes mon Insta, j'ai une évolution et je fais plein de choses différentes, tu vois. Ouais. Donc des fois, il y a des trucs très colorés, des fois, il y a des trucs très contrastés, des fois, il y a des trucs très lumineux. Noir et blanc. J'ai pas du tout, je ne me fiche pas un truc genre, moi, je shoot que avec des teintes de vert ou des trucs très colorés. Je fais jamais de noir et blanc ou je fais jamais de… Ouais, en fait, tu changes à chaque fois, Ouais. tu t'adaptes en fait à ton projet. J'aime bien évoluer tout le temps, chercher des intéressant, nouvelles choses tout le temps. Ouais, c'est intéressant. Donc un style, je pense que ce serait plus aux gens de me dire Ouais, quel style j'ai, parce que moi-même, de l'intérieur, j'arrive pas vraiment à te le dire. ouais. Ok, je comprends. Parmi toutes les collaborations que tu as fait, tous les clients, tu as travaillé avec beaucoup de marques, on l'a dit. Est-ce qu'il y a une collaboration qui t'a marqué, que tu as particulièrement aimé? Ou une dont tu es particulièrement fier? Tu vois, par exemple, tout à l'heure, on parlait de shoot dans le métro. Est-ce que, par exemple, le shoot avec la FFF, tu en es particulièrement fier? Est-ce qu'avec les marques ou est-ce qu'avec un chef? Est-ce que tu en as une, en tout cas, qui te vient à l'esprit comme ça? En fait, c'est dur d'en faire une, parce qu'en fait, elles ont toutes leur force et leur identité. Elles ont toutes leur Tu charme. vois, Ouais. typiquement, j'ai adoré la première campagne monde que j'ai fait pour Puma. On a voyagé dans toute l'Europe Ouais. pour shooter tous les athlètes, c'était avant le Covid. Donc tu vois, on pouvait voyager et tout, c'était incroyable. Et j'ai découvert, parce qu'il faut savoir qu'à la base, je suis pas du tout passionné de foot. Moi, je suis sport américain. Ouais. Le foot, j'y connaissais rien du tout. Ok. Je connaissais 3 joueurs. Des fois, j'allais shooter des joueurs. Je savais même pas. Quand ils me montraient une photo du joueur que j'allais shooter. Ok. Parce que sinon, je l'aurais pas reconnu. Sérieux? Ah ouais. C'est Ok. bon, une anecdote. Je vais shooter un event Puma avant qu'on fasse les grosses campagnes. Donc, c'était vraiment nos premiers projets en photo. Un event Puma pour une sortie et c'était à Berlin. Et il y avait Luis Suarez qui était là. Ouais. Ok? À l'époque du Barça. Et genre moi, Luis Suarez, on me dit ouais, je vais shooter Luis Suarez. Me dis pas que je connaissais pas. Tu connaissais pas Luis Suarez? Moi, je suis un mec des sports américains. Le football, je connaissais pas du tout. Vraiment, tu vois. Ah, mais c'est une star mondialement connue là. Et d'un seul coup, donc moi, je fais mon petit set, tu vois. Ouais. Et parce qu'à ce moment-là, je faisais pas que de l'event, j'avais aussi des portraits avec eux. Donc je fais mon petit set. Ouais. Et là, je vois d'un seul coup tout le monde s'excite autour. Et genre, vraiment, j'ai l'impression qu'il y a le président de la République qui allait arriver, tu vois. Ouais. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Et il y a Louis qui arrive. Mais moi, je m'en fous. Je dois shooter mon truc. Ça, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. En fait. Peu importe qui c'est. Moi, je dois me concentrer sur ma lumière, sur ce que je dois faire. Je suis pas du tout un fanboy, tu vois. Et en plus, je le connaissais pas. Et il arrive et il me dit, ah, c'est lui. Ah mince, ok, c'est lui. Donc, je les shoot. Mais réellement, il y a plein de joueurs. Au début, je les connaissais pas. Et ça, par contre, ça m'a matrixé. Parce que je dis là, ce truc-là que j'ai fait là, je veux plus jamais le faire. Donc là, j'ai commencé à me plonger dans le foot. Ouais, ok. Là, j'ai commencé à demander tout autour de moi, Et à transcender. tous les gens que je connaissais qui étaient passionnés de foot. Je dis, vas-y, explique-moi. Parce que là, je vais aller faire une tournée Puma. On va faire toute l'Europe. On va shooter Griezmann, Reus, plein de gros joueurs. Je veux savoir ce qu'ils font. Je veux savoir qui ils sont. Je veux savoir ce qu'ils ont fait dans leur carrière, quel poste ils ont, quelle particularité ils ont. Je veux tout savoir. Et là, j'ai commencé à aller piocher des infos à droite, à gauche. Et autour de moi, j'avais des gens en agence et tout qui étaient passionnés de foot et qui ont pu vraiment m'expliquer des choses. Et là, j'étais comme un enfant, tu sais, où tu lui apprends. Vas-y, donne les informations et je prends tout. Ouais. Et là, j'ai commencé à vraiment m'intéresser au foot, Ouais. à commencer à regarder des matchs. Je travaillais pour le PSG, donc forcément, je retouchais les joueurs, je les détourais. Donc, je commençais à vraiment humaniser les joueurs, tu vois. Genre, je les ai déjà vus, j'ai déjà eu un contact avec eux. Et c'est là où j'ai commencé à me prendre passion pour ça. Et donc, en fait, les projets sont surtout liés à l'humain, tu vois. Et j'ai adoré justement, pour revenir à ça, à cette tournée Puma, parce que justement, j'ai pu rencontrer Griezmann pour la première fois. Cet être est exceptionnel. C'est vraiment, il est vraiment trop cool. Il est trop cool à shooter. Humainement, il est trop cool. J'ai rencontré vraiment des gens charismatiques. J'ai rencontré aussi des gens problématiques. Je tairai les noms, mais tu sais, des gens qui arrivent en retard, qui te snobent, qui te regardent à peine. T'es le photographe, t'es un peu de merde, tu en parles pas. Enfin, tu vois. Ouais. Et en fait, j'ai commencé à baigner un peu dans ce milieu-là. Et donc, humainement, ça a été très intéressant. Après, tu vois, par exemple, j'ai shooté Teddy Riner, rencontre de malade. Le mec, c'est un monstre, trop gentil. Là, c'était pour qui? Là, c'était pour le Crédit Agricole, pour Ok. les JO, les anciens JO. On shootait, donc je shootais d'abord l'équipe de France.
Et quand je les shoot, ils sont tous un petit peu timides, tu vois, dans le judo et tout, très gentils, mais on attendait Teddy, qui est très souvent en retard. Et là, Teddy, il arrive, une aura autour de lui. Tous les joueurs de l'équipe de France, grand sourire, genre tout le monde. Ah, et il arrive et il est exceptionnel. Ouais. Donc c'était un shoot très court. J'ai eu des contenus que j'adore, mais au-delà de la technique de la photo, c'est le ressenti que j'ai quand je regarde cette photo. Je dis, j'ai passé un super moment. Ouais, ça te rappelle des souvenirs. Ouais, donc tu vois, en fait, au-delà de la technique, il y a des shoots qui sont très émotionnels parce que tu passes un super moment qui est incroyable. Tu vois ? Tu as shooté avec beaucoup de sportifs. On va parler des footballeurs parce que moi aussi, je fais beaucoup de photos de foot et il y a beaucoup de gens qui me suivent par rapport aux photos de foot que je suis. Tu vois, on a parlé de Luis Suarez, Marco Reus. Parmi tous les footballeurs que tu as shootés, est-ce que tu peux nous parler de ça ? Est-ce que tu as une anecdote un peu à nous raconter avec un footballeur que tu as shooté, quelqu'un qui était très à l'aise devant la photo, au contraire quelqu'un qui était un peu gêné J'en ai plein. Comment ça s'est passé ? J'en ai plein. Bah, si tu veux, je peux te raconter, si tu suis mon Insta, tu as déjà dû la voir, avec Griezmann. J'ai joué au foot américain avec Griezmann. Ça là, c'était une dinguerie. Pendant que vous deviez shooter ? En fait, en gros, on fait une campagne. Donc, c'était la deuxième campagne monde que je faisais pour eux. Et donc, il était à Barça à l'époque. On va à Barça. Et il y avait le Super Bowl, je crois, 3-4 mois après. Ouais. Donc, la marque dit, on va faire un contenu pour le Super Bowl. Parce que Griezmann est fan de sport américain. Donc, on va faire un contenu autour de ça. C'est sûr, on va faire un petit TikTok, un petit Reels autour de ça. Donc, on avait une balle de foot américain. J'étais avec mon assistant à l'époque et je lui dis, quand Griezmann, il arrive, tu te filmes direct. Il va me voir avec la balle, 100%, il va me demander de lui envoyer. Tu vas voir. Et il arrive, ça manque pas, je le vois de loin, il me fait. Tu vois ? Et là, il y a des stories à la une qui sont dans Backstage, qui sont sur mon Insta, vous allez voir. J'ai joué 15 minutes. C'est long, 15 minutes sur une prod. 15 minutes, non-stop, devant 70 personnes. On jouait au foot américain avec Griezmann. Et on s'envoyait des balles. Et il courait. C'est la styliste qui est venue me voir, genre, on va peut-être arrêter parce que ça va peut-être le salir, etc. Et tout, il a transpiré et tout. Mais j'ai joué au foot américain avec Griezmann. Genre, c'était une dinguerie. Il est vraiment bonne ambiance, bonne vibe. C'est incroyable. C'est l'un des seuls sportifs où vraiment tu peux. Enfin, les seuls sportifs, non, des seuls footballeurs. Parce que le football, je le mets à part dans le sport. Parce que les autres sports, c'est un peu différent. Ouais. Le foot, c'est tellement. Starifié. Ouais, c'est starifié. Puis tu as de la pression, tu as beaucoup de budget, tu as les agents qui sont derrière. Les joueurs, ils font pas n'importe quoi, tu vois. Donc, c'est à part. Tu as ce côté très humain en fait avec Griezmann que tu n'as pas retrouvé avec d'autres sportifs. Tu peux parler de musique avec lui, tu lui demandes de choisir sa playlist, etc. Il est vraiment fait. Tu en as d'autres qui sont très cool, je dis pas qu'il n'y a que lui, bien entendu. Bien sûr, mais lui, il est. Tu vois. Puis je l'ai shooté, je sais pas, peut-être genre 13 fois. Donc en fait, j'ai un truc avec lui. Là, je l'ai revu au Media Day il y a quelques jours. Alors là, le pauvre, il était blessé, donc il n'est pas forcément dans un super mood. Mais c'est toujours un plaisir de le revoir, j'adore. Tu vois, en plus, j'ai l'impression qu'il n'arrête jamais son prime. Il est trop fort, il est trop gentil, tu vois. On sent que t'es fan. Donc ouais, il est très cool. Après, des anecdotes, si tu veux, j'ai Neymar. Neymar, je l'ai shooté plusieurs fois. Ouais. Lui, il est incroyable. Il est vraiment très très charismatique. Lui, à la caméra, il se passe quelque chose. Il est très fort. Il est trop Quand fort. tu prends en photo, même en vidéo. Ouais. Je l'ai shooté avec le PSG et avec Puma. Il y a des joueurs comme ça, ils sont faciles à prendre en photo. Tu fais un cliché, elle est bonne. Si ta lumière est bonne, franchement, au niveau attitude, quand tu comptes sur un joueur pour avoir une bonne attitude, tu fais un clic, Neymar. Terminé. Trop fort, trop fort. Et donc, mais par contre, lui, c'est l'inverse de Griezmann. Pas dans la gentillesse, il est très froid. Mais dans le côté. Ouais, exactement. Il arrive entre 4 gorilles et genre, il arrive, il te dit bonjour, il écoute ton brief, il te dit oui ou non. S'il te dit non, tu as intérêt à avoir un backup. Il te dit oui ou non. S'il le fait, par contre, il le fait bien. Vraiment, il est très très fort. Mais par contre, il y a eu une fois, il était blessé. Et on fait un shoot en extérieur, etc. Et moi, tout le long, j'essaye de lui faire des petites blagues, des petites private jokes et tout. Il me calcule. Neymar. Il parlait qu'à ses potes brésiliens. Ah ouais. Et en shoot, il est comme ça. En fait, il te montre, t'es pas son pote. C'est ce que je peux comprendre en fait. Tu vois, il y a des joueurs, c'est un côté un peu sécurité. Genre, en gros, je fais pas ami avec tout le monde. En fait, il met une distance en fait. Exactement. En France, Neymar, il avait sa maquilleuse, il voulait bosser qu'avec elle, tu vois, pour avoir ce côté un peu rassurant. Genre, non, t'es photographe, c'est bien, tu fais ton job, je fais ce que tu me demandes, par contre, je suis pas ton pote. Ouais. Mais quand tu le prenais en photo, tu sentais qu'il se passait quelque chose. Ah ouais. Il a ce côté il joue avec la cam et tout, il sait que… Okay. Tu vois, regarde, deuxième anecdote, la première campagne que je fais avec lui, donc là, gros main film avec Puma, etc. On est à l'Accor Arena, non, on est à l'U Arena, pardon, on est à l'U Arena. Et à un moment, genre, moi, je fais ma première partie photo avec lui, j'avais 2 parties. Ensuite, il passe à la vidéo et le réal lui dit bon, à ce moment-là, sur cette scène-là, tu dois faire ça. Et il lui dit non, sur cette scène-là, normalement, je fais pas ça, je fais ça. Et ben, moi, je m'arrête. À quel moment il reprend le réal, je comprends pas. Il avait lu tout le script, il avait appris le script, il savait exactement ce qu'il avait à faire.
Et normalement, ça n'arrive pas parce que normalement, les joueurs, ils arrivent, ils font ce que tu leur demandes et ils s'en vont, tu vois, ils font confiance, etc. Non, lui, il avait tout analysé parce qu'il fait super attention à son image. Tu vois, il est vraiment carré avec ça. Et ça m'a fait halluciner que le gars, il reprenne le réal pour lui dire non, attention, t'as fait une bourde. À ce moment-là, normalement, je dois faire ça. Et le réal dit ah oui, c'est vrai, t'as raison, autant pour moi. Et ils ont enchaîné la scène. Et il y a plein de gens autour de la prod qui étaient genre waouh. Ah oui, c'était choqué. Ah en ouais, fait, genre c'est ouf, il connaît tout par cœur, il a tout analysé, il sait exactement ce qu'il a à faire. Comme je l'ai déjà vu refuser des trucs. Tu vois, si ça va pas dans son image, ça va pas dans son domaine. Il refuse, il dit moi je fais pas ça. Le petit reels, machin, parce que tu sais, des fois, il y a beaucoup des marques qui font des petits reels, Ouais. des trucs un peu rigolos et tout machin. Si ça va pas dans son image, il prend pas. Ok. Mais tu vois, pourtant, on voit beaucoup de vidéos de Neymar sur TikTok où on le voit dans des reels et tout. Il a l'air très ouvert, donc je suis surpris que tu me dises qu'il refuse beaucoup. Je pense réellement que dans le vestiaire, ça doit être un homme incroyable. Ouais. Il doit être tellement drôle et tout machin. Je pense que c'est vraiment vivant, mais c'est juste que quand tu es dans un domaine professionnel, Ouais. Il C'est est professionnel en fait, ouais, tout sur simplement. le premier shoot, quand je l'ai eu 4 heures, Ouais. il est resté 4 heures jusqu'à ce qu'on ait tous nos contenus, même si je voyais qu'à la fin, il en avait marre. Mhm. Il reste tout le long et il fait ce que tu lui demandes, il est carré et tout machin. Mais il fait très attention à son image. Ouais, ok. Et dans la Non, vie de mais- tous les jours, je pense, quand je le voyais faire ses blagues Ouais, à ses potes brésiliens, ouais. il avait l'air très très drôle. Ah ouais. J'aurais aimé savoir ce qu'il disait. Vraiment, tu vois. Là, ça se comprend. Au niveau, tout à l'heure, on en parlait de l'équipement. Toi, tu disais que c'était pas ce qui t'intéressait le plus, mais on peut savoir à quoi tu shootes comme appareil? Alors, c'est pas que ça m'intéresse pas. C'est juste que je suis pas un connaisseur de malade. Mhm. Je m'intéresse que à ce qui peut me servir. C'est-à-dire que là, par exemple, moi je shoot au Nikon au Z9 Ok. et j'ai un Fuji, j'ai un GFX 102. Donc Ok. c'est-à-dire que je shoot au moyen format et au Ouais. full frame. Parce que, Le Z9, c'est ton premier appareil. C'est celui que tu utilises le plus, je veux dire. non, ils ont chacun une spécificité. Ok, t'en as pas un plus qu'un autre. Non. quoi. Non, parce que je fais autant du studio que de l'extérieur, etc. Et en fait, je sais que quand je vais avoir un shoot qui va être extrêmement rapide, j'ai pas beaucoup de temps avec l'athlète, il va faire des mouvements très rapides et tout, je prends mon Z9. C'est une Ferrari, c'est le truc qui va trop vite. L'AF, si quelqu'un avec un Z9 arrive à faire une photo floue, vraiment, remettez-vous en question. Meilleur autofocus que chez Sony? J'ai jamais shooté, c'est ce que je t'expliquais en fait. Ok. Moi, j'utilise le matos que je connais, Ok. mais je ne connais pas vraiment les concurrents. J'ai toujours shooté sur Nikon Ouais. et maintenant Fuji aussi. Ouais. Donc je connais pas vraiment. On m'a toujours dit que Sony c'était incroyable, Ouais. donc je fais confiance, clairement. Mais en Ouais. tout cas, le Z9, l'AF qu'ils ont mis dedans, c'est vraiment, Ok. vraiment ouf. Comparé aux anciens que j'avais, Ouais. où ça m'arrivait plein de fois, des fois sur des mouvements, sur le suivi, quand un athlète il arrive à fond sur toi, bah, des fois il y avait quelques photos où il prenait pas. Là, c'est pratiquement impossible. Mais il peut même se mettre de dos, tu as toujours ton point. Quoi. Ouais. Et le Fuji, Ouais. je l'utilise plus pour des moments où j'ai besoin d'une full qualité parce qu'il est à 100 millions de pixels. Donc j'ai besoin vraiment, et je C'est sais, énorme. je sais que je vais avoir beaucoup de post-prod où je vais rentrer dans mon image, je vais retoucher, je vais détourer, ou des fois il va y avoir de l'affichage grand format. Ouais. Et maintenant, sur le dernier Fuji, ils ont fait le même type d'AF que sur Ouais. le Nikon. Ok, ouais, donc hyper performant. Bah là, ils ont fait une mise à jour pour justement actualiser ce truc-là. Je l'ai essayé sur le Media Day de la FFF là. C'est affolant. J'ai pas eu une photo floue. Alors que normalement, avec un moyen format, c'est assez sensible. Ça t'arrive des fois, au lieu d'avoir le point dans l'œil, tu l'as dans l'oreille, des Ouais. petits détails comme ça. Là, c'est Ouais. rien, c'est fini. Ok. Je fais de la pub un peu pour Fuji, mais c'est incroyable. Et au niveau des objectifs, est-ce que tu préfères shooter au grand angle ou On va dire que mon quel objectif ouais. fétiche, avec lequel j'ai fait énormément de campagnes, c'est le 24-70. Ok, j'en étais sûr. 24-70, tu peux ouais. faire du grand angle, donc tu peux faire des trucs très Ouais. cool. Ouais. Tu vois, avec les athlètes, des attitudes vraiment cool. Et au 70, tu peux faire du portrait clean et tout machin. Donc vraiment, le 24-70, c'est celui que j'ai le plus emmené. Parce que tu as d'autres objectifs qui sont plus clivants. Tu vois, genre tu vas prendre un fisheye, tu peux pas faire une campagne entière avec du fisheye. Ouais, clairement. Et après, quand tu prends un 70-200, tu peux pas être trop proche de l'athlète. À 70, t'es un peu trop loin. Donc 24-70, je pourrais faire 1 milliard de shoots avec ça. La photographie, c'est le métier en France dans lequel il y a le plus de reconversion. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui font un métier et de temps en temps, ils font une réorientation professionnelle. Et le métier où il y a le plus de reconversion, c'est photographe. Toi qui es photographe depuis plusieurs années, du coup maintenant, tu dirais comment on fait pour prendre une bonne photo? À quoi est-ce qu'il faut faire attention? Tu vois, là, on part vraiment du principe, on s'adresse à quelqu'un qui aimerait se lancer, parce qu'il y en a plein. Moi, je reçois plein de messages, il y en a des gens qui veulent se lancer, mais qui disent qu'ils n'ont pas le budget pour acheter du matériel, ils n'ont pas assez d'argent pour acheter tel objectif ou tel appareil photo. Alors que c'est des excuses. Évidemment, tu peux prendre de super photos. Réellement, je le vois en fait énormément la différence entre les gens qui ont commencé à l'argentique et les gens qui ont commencé au numérique. Ok. Pour moi, la clé d'une photo, c'est réfléchir ta photo avant. Arrête de prendre 1 milliard de photos au hasard. Et après, tu te dis, sur ma sélection, j'ai jeté 1000 photos, j'en ai 2 qui sont bien. Ouais. Moi, je suis pas dans ce délire-là. Je le vois beaucoup. Il y a certains métiers,
ça je les mets à part. Tu vois, typiquement, là, les photographes qui vont être au JO sur les events, tu n'as pas le droit, tu fais des rafales. Tu n'as pas le droit de louper la photo. Donc là, je peux comprendre que là, on rafale, on prend le moment et sur ces 10 000 photos, on a la photo qui va faire la parure. Ça, c'est leur métier qui est lié à ça. Par contre, quand tu fais de la photo artistique, la photo de pub, etc., tu dois réfléchir ta photo. Donc qu'elle soit faite avec un Nikon, avec un iPhone, avec un jetable, peu importe, tu dois tout réfléchir. Où est ma lumière? Quel est mon cadrage? Quelle intention je veux? Quelle attitude je veux? Tu dois réfléchir à ta photo. Moi, pour moi, à chaque fois que je fais, c'est pour ça que je te disais que je fais très peu de clics, c'est que ma photo, elle est dessinée dans ma tête avant. Je sais exactement ce que je dois faire. Quand je place mes lights, je ne place pas au pif. Je sais quel rendu ça va avoir sur mon modèle, sur mon objet, sur ma bouffe, sur n'importe quoi en fait. Je sais ce que ça va donner. Donc je réfléchis ma photo en amont. Ok. Eh ben, c'est la clé de toute chose. Après le matériel, ça c'est que… En fait tu t'adaptes. Réellement, tu peux faire des belles photos avec n'importe quoi. Ouais. Ok. Non, bah merci beaucoup pour ton conseil. En tout cas, ça va en aider plus d'un, je pense. Et toujours sur ce qui est conseil, tu vois, en tant que freelance, toi, tu as beaucoup d'expérience par rapport à ça. Quel conseil tu donnerais pareil à un freelance qui aimerait se lancer ou quelqu'un qui est déjà freelance pour réussir entre guillemets dans ce milieu, parce qu'il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux pour trouver des clients, etc. Quel conseil tu donnerais toi à un freelance? Photographe, graphiste. Je dirais qu'en fait, on a des barrières psychologiques. On pense toujours que le talent, qu'on n'est pas assez talentueux, qu'on n'a pas machin, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, tout à l'heure on parlait d'évolution, le milieu il a évolué. C'est-à-dire qu'avant, à l'époque de mes grands-parents, tu avais 10 photographes sur Paris qui tenaient Paris. Gros photographes argentiques, ils pouvaient même être odieux, on s'en foutait, c'était eux qui tenaient Paris. Aujourd'hui, il y a énormément de photographes sur le marché. Il y a énormément de matériel qui est abordable. Donc il y a de plus en plus de gens qui se mettent à la photo. Donc en fait, la qualité de ta photo n'est plus un facteur déterminant. Ce qui est important, c'est tout ce qu'il y a autour. Ça, je le dis en tips, je ne le dis pas à tout le monde. Mais réellement, le côté humain prend le dessus sur ta qualité de photo. C'est-à-dire qu'en fait, des photographes qui sont bons, réellement, il y en a plein. Il y en a vraiment plein. Par contre, un photographe qui est réactif, un photographe qui est rapide, un photographe qui est cool sur un set, tu vois, un photographe qui est disponible, un photographe qui travaille avec la qualité, il a tout gagné. Mais il te faut ce côté humain à côté. En fait, maintenant, je le vois sur les prods et tout machin, les gens ne veulent plus s'entourer de gens qui sont chiants, qui sont pas sympas, qui sont pas sympas avec l'athlète, machin. Je vois plein de photographes qui sautent à cause de ça. Parce que généralement, tu en as des photographes qui se font une fois un projet, parce que réellement, l'agence ne connaît pas comment il est maintenant. On voit son travail, on voit qu'il est très bon dans son travail, c'est beau ce qu'il fait. Par contre, tu le prends une fois. Tu penses que comment tu te comportes, c'est plus important que la qualité de ton travail? Sérieusement? Ouais. Parce que je pars du principe que la qualité, c'est subjectif. Réellement, c'est subjectif. C'est-à-dire que je ne peux pas dire que moi, je suis meilleur qu'un autre photographe. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. En fait, il y a des gens qui vont dire, bah, moi, je préfère son travail versus celui-là. Okay. Donc, dès que tu pars de ce point de vue-là, tu te dis, il faut que j'aille le chercher autre part. C'est comme quand tu te vends. Quand tu te vends, tu vends un prix. Ton prix, ce n'est pas parce que tu es le meilleur. Ça n'a rien à voir. C'est par rapport à tes refs, par rapport potentiellement à ton matériel, à ta disponibilité, ton expérience. Mais ce n'est pas parce que tu es le meilleur. Donc là, c'est la même chose. Quand une agence t'appelle, tu dois te dire, ok, ils m'appellent parce qu'ils aiment bien ce que je fais. Donc ça, en fait, c'est la norme. On n'en parle plus de ça. Okay. Ils ne me prennent pas que pour ça. Il faut que le jour du shoot, avant la préparation, pendant et après, je sois le mec le plus cool du monde. Il faut que je sois réactif, il faut que je sois arrangeant, etc. Et je sais que moi, il y a beaucoup de gens, et si tu regardes sur mes projets, tu as un fil conducteur. J'ai beaucoup de gens avec qui je rebosse. Tu vois, des équipes, des marques. Et si généralement, ils me rappellent, c'est parce que je pense qu'ils ont bien aimé travailler avec moi. Tu vois, donc ça, réellement, je le dis à tous les gens qui commencent, c'est la clé. Soyez souple, soyez sympa. Tu vois, soyez friendly. Moi, je sais que toutes les équipes avec qui je bosse, c'est la clé numéro 1. Je préfère prendre quelqu'un, c'est pas le cas si mes équipes elles voient ça, mais je préfère prendre quelqu'un qui est un peu moins performant, qui est un peu moins technique. Mais par contre, je sais que sur le set, c'est un mec qui va se donner, il est gentil. Tu vois, avec le client, il va être cool. Tu vois, il va être très surpris de ce que tu dis, mais c'est trop important. C'est trop important. Parce qu'en fait, des gars bons, il y en a plein. C'est vrai, mais… Tu prends pas un gars que parce qu'il est bon. Vraiment, par expérience, je te le dis. Ah ouais? En tout cas, moi, je te parle de mon métier. Je te parle de la pub, etc. Sur un set, si tu as un mec qui est exécrable, même si c'est le meilleur du monde, tu ne le reprendras pas une deuxième fois. Ok, ça marche. Donc tu vas être sur du ponctuel. Tu peux avoir des gros projets, il y en a qui sont comme ça.
Moi, j'ai des assistants qui travaillent sur des gros plateaux qui m'ont déjà raconté des histoires de photographes qui sont odieux. Hein. Bah oui, mais moi aussi, j'en ai plein des histoires comme ça. Qui sont odieux. C'est pour ça que… Non, réellement, est-ce qu'après, tu as envie de rebosser avec eux? Moi, en tout cas, c'est pas ma manière de faire. Non, oui, non, je comprends. En parlant de projet, on est bientôt sur la fin. Il y a un très gros projet qui arrive là bientôt, ça va être les JO 2024 à Paris. Est-ce que toi, par rapport à ça, tu as beaucoup bossé pour des agences? Tu as quelque chose de prévu par rapport aux JO 2024 à Paris ou pas? J'ai déjà pas mal bossé. J'ai fait pas mal de contenu pour beaucoup de marques et d'entreprises qui ont des athlètes aux JO. Tu vois, typiquement, j'ai shooté toute la team Samsung, Samsung France, avec des athlètes breakdance, skate, surf, etc. J'ai shooté pas mal d'autres athlètes, des projets pubs qui sont liés aux JO. Je pense, je ne suis pas le profil de photographe à être sur les JO. Parce que moi, je ne fais pas de l'event et du comme toi tu fais, tu sais, vraiment live. Mais par contre, je serai après, je pense. Tu vois, quand les marques auront des médaillés, ils vont vouloir faire du contenu autour de ça. Donc, je pense que moi, j'interviendrai après. Et puis moi, je pense que je vais couper aussi pendant les JO pour breaker un peu, profiter un peu des JO et ne pas forcément bosser. C'est quelque chose qui te hype, toi, professionnellement, les JO? Oui, parce que c'est à Paris. Après, pas plus qu'un autre, parce qu'il y a toujours une Coupe du Monde, il y a toujours une Coupe d'Europe, il y a toujours, tous les ans, il y a des choses qui sont, incroyables. Mais vu que c'est à Paris, alors ça fait flipper quand tu habites à Paris, on va pas se le cacher. Mais oui, ça hype forcément. C'est un événement à Paris, c'est incroyable, on a des athlètes français incroyables. J'ai envie qu'on ait une pelletée de médailles, c'est incroyable. Une dernière question, tu as tellement de collaborations, j'aimerais bien tout aborder, mais si on parle de toutes tes collaborations, on sera là jusqu'à demain. Par rapport au e-sport, j'ai vu que tu as beaucoup shooté la team Vitality. Le e-sport, c'est un domaine qui est en pleine ascension. Est-ce que tu peux nous parler de cette collaboration aussi? Comment ça s'est fait? Comment ça se passe? Alors, avec Vitality, je connais bien le directeur de création, Christophe, qui est très très cool et qui a développé quelque chose dans l'e-sport, en tout cas dans sa team à lui, où ce qui est cool, c'est que tu n'as pas de code. Tu en as, mais tu peux tellement les éclater, tellement ça reste récent quand même. Les vrais pointus de ce domaine-là, ils savent que ça existe depuis longtemps, mais vraiment, aux yeux du grand public, c'est nouveau. Donc en fait, visuellement, tu as énormément de choses à faire. Donc en fait, je sais que j'aime bien bosser avec eux parce que justement, comme on en parlait tout à l'heure, il y a cette liberté dans les projets où d'un projet à l'autre, tu peux faire des choses complètement ouf, changer complètement avec les DA, de la photo pure, du montage avec de la 3D, des intégrations vidéo. Enfin, il y a des trucs, donc c'est sans limite. Le gaming, c'est ça qui est trop intéressant là-dedans. Il n'y a pas de limite. Merci beaucoup, Rémi. Aujourd'hui, tu travailles avec plein de clients. Sur l'avenir, tu voudrais continuer à faire tout ça? À travailler pour… Ouais, bien sûr. Bien sûr, moi je sais que c'est quelque chose… Il ne faut pas trop me parler de retraite parce que je pense que ça n'existera pas pour moi. La retraite, j'aurais toujours envie de créer quelque chose. Moi, je me lève, j'ai pas l'impression de travailler. Tu vois, donc réellement, pas de travail, pas de retraite. Moi, je continue à travailler jusqu'à ce qu'à un moment, mes genoux ils me lâchent. Mais réellement, oui, c'est quelque chose que j'adore. Toujours dans la photo? Aujourd'hui, tu es pleinement épanoui dans la photo ou est-ce que tu aimerais, je ne sais pas, pourquoi pas refaire du graphisme, essayer, je ne sais pas, de la vidéo ou vraiment à 100% dans la photo? C'est vraiment dans ça que tu es le plus épanoui professionnellement? Je pense pas. Je pense que ma passion, ça reste l'image. Donc tu vois, regarde, quand j'ai commencé, je voulais que faire du crayon. Après, j'ai fait de l'ordinateur, j'ai fait du graffiti, j'ai fait de la photo, je fais toujours de la photo. Qu'est-ce qui me dit que je ne ferai pas autre chose après? Je ne sais pas. Ma passion, c'est de sortir une belle image. Tu vois. Donc après, peu importe le process, on verra. Ça se trouve, ça sera de l'IA. On n'en sait rien. Tu vois. Ça marche. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur pour nous de t'avoir reçu, puisqu'on l'a dit, tu es directeur artistique, tu as été graphiste, tu es toujours photographe. Tu as travaillé avec beaucoup de marques, donc c'était super intéressant. Merci pour toutes tes anecdotes. Merci à vous de m'avoir invité, c'était très cool. On met tous les réseaux sociaux de Rémi en description, n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait. C'est du contenu de qualité premium. Voilà, merci à vous et je vous dis à très vite pour un prochain épisode de Sabo Prod à la prod.